Bon, eh bien, je vous préviens d'avance. Ceux qui aiment pas les trucs très longs, regardez pas ça parce que 43 minutes pour 36 pages. Là, on est sur plus de 60. Donc, vous allez faire une crise cardiaque avant la fin, hein, parce que c'est le chapitre 2, Inspiration historienne, qui dure de la page 45 jusqu'à non moins que 111. Tout ça. Ah, ici, tout ça. Donc, ça va durer probablement plus qu'une heure. Et oui, vous l'avez vu. Je suis pas à la même place. Je suis parti dîner. J'ai perdu ma place. Ça me fait chier. J'adorais ce spot-là. Puis il y a du monde. Super. Bref. Donc, on avait fini avec elle qui commençait à nous dire son histoire en Afrique du Sud. Donc, ça va probablement être tout ça, le chapitre 2. On va voir ça être quoi chez les deux autres. Les deux premiers trucs, c'est des trucs des citations quand même stylées. Puis là, j'ai remarqué que le chapitre 3, c'est une citation de Wikipédia. Ouais, c'est moins stylé. Puis il y en a même pas au 4. Donc, on a deux citations stylées au début. Puis après, ben... Wikipédia prend le lead. Bref, préparez-vous à au moins une bonne heure de lecture. Hein, je vous préviens d'avance. Je vais juste signer à pas de place, voilà. Ouais, je me suis aussi attaché les cheveux parce que putain de merde que le vent est chiant. Même là, il y en a encore un peu qui fait ça, mais bon, c'est pas si grave. J'ai pas trop de trucs, donc bon. 2. Inspiration historienne. Peu à peu s'est révélé à moi ce que fut toute grande philosophie jusqu'à présent, à savoir l'autoconfession de son auteur, et des sortes de mémoires involontaires et inaperçues. Parle de philosophie, c'est mon dernier cours. Les noms allemands. Friedrich Nietzsche. Par-delà le bien et le mal, 1886. Numéro 1, I, I guess c'est I, le I des chiffres romains. Fait que 1, Johannesburg, capitale de l'Afrique du Sud, 1964. Pardonnez-moi. Il neige sur l'Afrique du Sud en plein apartheid. Il neige sur un zèbre et il neige sur un serpent. Il neige sur les lunettes de mon père et pendant un moment, je ne vois plus ses yeux. J'ai 5 ans et je n'ai vu la neige que dans les livres illustrés. Mon père me prend par la main et nous descendons les marches de la véranda rouge pour rejoindre le jardin et observer notre pêcher de plus près. Il est couvert de cristaux et de glace. Nous allons faire un bonhomme de neige, même si nous n'avons ni gants ni écharpe assez chaude. Peu importe, dit papa, allons-y. C'était pas tous les jours qu'il neige en Afrique. Je savais même pas qu'il neigeait en Afrique, pour être honnête. Bon, c'est logique, mais bon. Il y a des places où on pense pas qu'il fait fret. Ouais, vous aimez le fond? C'est pas fait exprès. D'abord, nous fabriquons le corps. Ramassons des poignées de cette neige miraculeuse de Johannesburg et les tapotons pour leur donner la forme d'un dôme rebondi. Nous fabriquons la tête du bonhomme de neige en dernier, lui dessinons un large sourire avec une brindille tombée du pêcher. Le pêcher, c'était l'arbre de la pêche. Je suis pas sûr. Ça serait logique. Que fait-on pour les yeux? Je retourne dans la maison en courant et reviens avec 2 biscuits au gingembre. Nous creusons des trous et enfonçons les biscuits ronds dans la tête de neige. À la nuit tombée, nous regagnons l'intérieur de notre bungalow de location, situé dans la banlieue de Norwood. Gravissons les marches cirées qui mènent à la véranda rouge, qui mènent à la porte qui ouvre sur la cuisine où un sac en coton rempli d'oranges est appuyé contre le mur du placard, dont la peinture s'écaille. À l'extérieur, le bonhomme de neige s'adresse sous les étoiles africaines. Demain, nous le ferons encore plus grand et plus gros, et nous lui trouverons une écharpe. Cette nuit-là, alors que j'étais couché, l'unité spéciale des services de la sûreté frappe à la porte de notre bungalow. Ils cherchent mon père et lui disent de faire sa valise. 2 des policiers fument des cigarettes dans le jardin sous le regard du bonhomme de neige aux yeux ronds et creux. La valise que mon père prépare est très petite. Est-ce que ça veut dire qu'il reviendra bientôt? Les hommes ont leurs plus grosses mains posées sur leur épaule. Papa essaie de me sourire. Un sourire comme celui du bonhomme de neige qui remonte aux commissures.
Voilà que les bonhommes de neige le font sortir au pas de course. Ces hommes dont je sais, parce que j'ai surpris une conversation entre papa et maman à leur sujet, qu'ils torturent des gens et qu'ils ont parfois des croix gammées tatouées sur les poignets. Ah, les estis nazis. J'espère que ma vidéo va pas être limite d'âge parce que j'ai dit le mot nazi, s'il vous plaît. Non, mais putain. Une voiture est garée devant la maison. Les hommes partent avec un accent et lancent « Fit, fit, fit ». Je sais pas comment on le dit. C'est écrit « Fit, fit, fit ». C'est ce que je dis quoi, moi, putain. La voiture blanche s'éloigne avec mon père à l'intérieur. Je lui fais signe, mais lui non. Quand je vais dans le jardin en pyjama, je pose une question au bonhomme de neige. Je lui parle comme d'autres parlent à Dieu. Je lui parle dans ma tête et il me répond. Qu'est-ce qui va se passer? Le bonhomme de neige me dit, ton père va être jeté au fond d'un donjon et torturé et il hurlera toute la nuit et tu ne le reverras plus jamais. Hey, c'est une bonne création? Un bonhomme de neige aussi pessimiste? Hey, moi, je le détruis tout de suite. Pardonnez-moi, ma digression. Je sens que quelqu'un me caresse les cheveux. Puis les larges mains brunes de Maria me couvrent le visage. Ses paumes pressées contre mes joues. Maria est une grande femme zoulou. Attends, ça me parle de la même Maria que tantôt, la serveuse? Ok. Une grande femme zoulou qui garde dans sa poche une réserve secrète de bonbons oblongues et caoutchouteux appelés Pinkies. J'ai lu Pikachu, moi, c'est pour ça à quel point je suis con. Appelés Pinkies, emballés dans un papier paraffiné. Maria pleure, elle aussi. Elle dit, si tu ne crois pas en l'apartheid, tu peux finir en prison. Il va falloir être courageuse aujourd'hui et demain. Comme beaucoup d'enfants doivent être courageux parce que leur père et leur mère ont eux aussi été emmenés. Maria vit avec nous, et c'est ma nounou. Elle a une fille de mon âge qui s'appelle Tandiwe, mais Maria dit que l'autre nom de Tandiwe est Dorine pour que les Blancs puissent la prononcer. Maria se prénomme en réalité Zama. Je peux dire Zama, mais elle dit de l'appeler Maria, un prénom italien et espagnol, ainsi que me l'a expliqué ma mère. Putain, c'est un bordel! Elle s'appelle Tandiwe, Maria, Dorine et Zama. Putain, elle a 4 noms. Même moi, j'en ai pas autant. Quoique. Adriel, Adrian, Josué, Endorferi, Achibal, moi. Mais bon, que j'utilise, il y en a juste 2. Maria, qu'est-ce qu'elle fait, Tandiwe, maintenant? Chaque fois que j'interroge Maria sur sa fille, elle claque la langue. Je crois que ça signifie arrête. Arrête de me poser des questions sur Tandiwe. Ouais, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de langues qui sont parlées comme genre. J'ai une tête d'insulter toute une génération, hein, donc bon. On me dit un truc qui n'a pas de sens. Quand nous revenons à la cuisine, elle me dit de lui passer de la vaseline sur les pieds. Maria garde toujours un pot de vaseline dans sa poche avec les Pinkies. Elle le sort et je m'assois par terre pour qu'elle puisse caler son pied droit sur mes genoux. La peau à l'arrière de ses talons est sèche et crevassée. Et c'est pour ça que je suis chargé de lui astiquer les pieds à l'aide de la gelée huileuse jusqu'à ce que mes doigts me brûlent. En même temps, je regarde ma mère passer des appels à des avocats et des amis, pendant que mon frère d'1 an, Sam, dort contre son épaule. Quand maman fait signe du regard à Maria, je sais qu'elle ne veut pas que j'entende ce qu'elle dit. Maria, qu'est-ce qu'elle fait, Tandiwe, maintenant? La même question que tantôt. Une semaine plus tôt, Tandiwe est venue à la maison et Maria nous a mises ensemble dans la baignoire avant de nous frotter avec un pain de savon luxe tout neuf. Le savon est fait en pain. nous dévisageons et tenions le savon à tour de rôle. Maria nous a même donné un pinky chacun, donc ce devait être un jour spécial. Puis elle a passé de la vaseline sur nos lèvres gercées par le soleil. Quand Tandiwe a quitté la maison, elle a crié comme un tuyau d'arrosage qu'on aurait lacéré. Les larmes lui giclaient des yeux. Et il coulait sur la serviette qu'elle avait autour de la taille. Elle a pleuré pendant que sa mère la tenait par la taille. Attends. Merde, j'ai mélangé des trucs. Elle a pleuré pendant que sa mère la tenait sur ses genoux et lui enfilait ses chaussures d'école flambant neuves qu'elle avait achetées avec son salaire. Les bras de cette petite fille sentaient le savon luxe et lui entouraient le cou. Tandiwe n'était pas censée se trouver dans notre maison parce qu'elle était noire.
C'est raciste. J'ai dû promettre de ne le dire à personne. À personne, personne. Parfois, j'appelais Tandiwe Doreen, parfois non. Doreen pleurait encore quand Maria a quitté le bungalow pour l'accompagner à l'arrêt du bus réservé aux Noirs, qui la ramenait là où elle vivait dans le township. Maria lui a dit qu'elle devait être courageuse et que sa grand-mère avait hâte de voir ses nouvelles chaussures. Regarder Tandiwe essayer d'être courageuse était la pire chose qui me soit jamais arrivée jusque-là en dehors de l'arrestation de papa. Je ne sais pas ce qui est arrivé après que j'ai eu passé la vaseline sur les pieds de Maria, mais plus tard, j'étais au lit avec ma mère allongée à côté de moi. Quand nos têtes se sont touchées, il y avait une douleur et il y avait aussi de l'amour. Le lendemain matin, le bonhomme de neige avait fondu. Il avait disparu exactement comme papa. Tant vu pour lui de dire des trucs aussi négatifs. Qu'est-ce qu'un bonhomme de neige? C'est une présence paternelle ronde fabriquée par des enfants pour garder un œil sur la maison. Il pèse lourd, il ne manque pas de matière, mais manque de substance. Il est fragile, spectral. À la seconde où on lui a donné les yeux en biscuit, j'ai su qu'il s'était transformé en fantôme de neige. Donc, c'est un Pokémon type Spectre Glace. Je ne sais même pas si ça existe. On s'en fout. 2. Non, on va pas séparer à chaque fois, là, ça va être long. 2. 2 ans plus tard, j'avais 7 ans et papa était toujours parti. Mais ma mère disait qu'il allait revenir. J'ai plongé le regard dans les yeux peints de ma Barbie et j'ai pensé à ça. Mon père était parti. Il était parti parce qu'il était membre de l'African National Congress. Et le gouvernement avait interdit l'ANC parce qu'il luttait pour l'égalité des droits. Arrêtez les gens pour l'égalité des droits. Ils sont sacrément cons. Tout le monde devait être courageux. J'ai cherché dans les yeux bleus de ma Barbie les signes de son absence de courage. À mon plus grand soulagement, je n'ai trouvé presque... Je n'ai trouvé aucun... décidément... Je suis fatigué. À mon plus grand soulagement, je n'ai trouvé aucun parce que ses yeux avaient été peints sur son visage. Elle était aussi calme et jolie qu'il était possible de l'être et je voulais lui ressembler. J'étais contente que ma poupée soit fournie avec 4 perruques et un sèche-cheveux. Barbie n'était clairement pas affectée par les choses affreuses qui se passaient dans le monde. Ben, regarde le film de 2023. J'aurais aimé avoir des yeux bleus peints agrémentés de son style noir. Je voulais des yeux qui ne gardent aucun secret. Mais alors, il est où ton père? Parce qu'il n'y avait aucun secret à garder. On le torture au fond d'un donjon. Barbie était en plastique et moi aussi je voulais être en plastique. À l'école, quand j'essayais de parler, j'avais beaucoup de mal à faire sortir les mots assez forts. C'était comme si on avait baissé le volume de ma voix et que je ne savais pas comment le remonter. Toute la journée, on me demandait de répéter si j'essayais, mais répéter les choses ne les rendait pas plus audibles. Tu es muette? Je disais aux autres enfants que mon père était en voyage en Angleterre. Où ça? En Ingerland. Attends, en Ingerland. Dis pas que c'est fait exprès. Putain, il y a encore le N-word. Oui, regarde, c'est écrit en Niggerland. Je vous jure, j'ai pas dit le N-word, c'est vraiment écrit. Ici, là, en Ingerland. Mais quand tu le dis demain, ça fait en Niggerland. Désolé. J'ai encore dit le N-word, mais bon, c'est pas comme je l'avais pas dit pour revenir de la rosée après tout. Je ne savais pas trop où se trouvait l'Angleterre, ni où se trouvait mon père exactement, mais ma professeure d'Afrikaans me dévisageait comme si elle était au courant de tout. Je pensais à l'expression « tomber du ciel ». C'était tellement excitant de penser au nombre incroyable de choses qui pouvaient venir du ciel, et ce ciel qui était bleu, vaste et mystérieux. C'était comme une brume et du gaz, comme une planète, mais aussi comme une tête humaine qui a la forme d'une planète. Ma professeure m'a posé une question comme « tomber du ciel », elle a voulu que j'appelle mon nom. L-E-V-Y. Ah oui, Afrikaans, c'est l'une des langues principales d'Afrique du Sud. Il me paraissait évident qu'elle savait que mon père était un prisonnier politique, mais dans la foulée, elle s'est exclamée « C'est quoi, c'est ça? Fa, tu es juive! » À croire qu'elle venait de découvrir quelque chose d'incroyable, telle une pièce de monnaie romaine coincée dans la patte d'un chaton ou d'une libellule cachée dans une miche de pain. Et puis elle a battu de ses cils couleur foie et a dit « J'en ai assez de tes bêtises. » Cette remarque n'était pas tombée du ciel, pas du tout. J'en voulais pour preuve les commentaires énervés qu'elle laissait dans mon cahier d'exercice depuis des semaines. Toujours écrire à partir de la ligne du haut. Commencer ici.
Je n'avais pas prêté attention à sa correction au stylo rouge parce que écrire sur la première ligne était impossible. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais toujours commencé à la troisième ligne pour qu'il y ait un espace entre le haut de la page et ma première phrase. Elle disait que je gâchais du papier et avait rempli le vide laissé sur chaque page de ses propres mots. Commencez ici, commencez ici, commencez ici. Quand elle a remué le doigt sous mon nez, il s'est directement engouffré dans mon œil, pareil à un fantôme traversant un mur de briques. Tu vas me lire à voix haute ce que j'ai écrit dans ton cahier. Commencez ici. Je ne t'entends pas. Commencez ici! Oui. Pourquoi est-ce que tu es la seule de ma classe à penser qu'on peut commencer n'importe où on a envie? Prends ton cahier et va dans le bureau du directeur. Il t'attend. La nouvelle tombait du ciel. Je ne voulais pas vraiment que M. Sinclair m'entende. Le cahier incriminé sous les bras, j'ai observé l'autre salle à travers la vitre. En classe 1J, un homme prénommé Piette avait une marque violette sur le front, semblable à une blessure par balle. Tous les enfants savaient qu'un instituteur lui avait rasé la tête et passé de l'iode avec une boule de coton parce qu'il jurait en classe. Une chance que je fais pas ça. Moi c'est simple, moi je deviens chauve, je deviens dangereux. Hein. Sandor, il y a un petit comique là, qui prend ça, là, puis qui fait clac. Je vais aller en prison, OK? Fait que, si vous voulez pas que j'aille en prison, faites pas ça. En présent, son front était taché de violet pour que tout le monde voie qu'il avait fait quelque chose de mal. Je me suis demandé si la marque partirait un jour. Quand j'ai appris l'existence de Jésus-Christ et la façon dont les clous avaient été enfoncés à coups de marteau dans ses pauvres mains de charpentier, j'ai pensé à Piette. Garderait-il un trou dans la tête pour le restant de ses jours, exactement comme Jésus-Christ, qui revenait à la vie avec les mains percées? Je voyais Piette à travers la vitre et la tache violette sur son front, de blanc laiteux, pendant que son doigt suivait les mots sur la page. Le savon luxe enleverait-il la tache violette ou était-elle trop incrustée? Piette était un nom afrikaans et je savais que les hommes fit. Non, attends, vu que c'était un truc en rapport avec les national-socialistes, c'est peut-être pas fit, mais feet. Mais pas feet. En allemand. I guess, je sais pas, je suppose. Qui avait emmené mon père étaient afrikaners, eux aussi. J'étais censé penser que les afrikaners étaient méchants, ou du moins, j'en avais la vague idée, mais j'avais vraiment de la peine pour Piette. Puis, je me suis souvenu que j'avais fait quelque chose de mal, moi aussi, et que je devais traverser la passerelle en béton qui menait au bureau du directeur. La passerelle enjambait la cour. Tous les enfants blancs étaient en classe, mais 3 enfants noirs, 2 garçons et une fille, avaient escaladé la grille et fouillaient les poubelles. Les enfants africains étaient pieds nus et la petite fille portait une robe jaune, à laquelle il manquait une manche. Elle avait les cheveux coupés près du crâne, comme Tandiwe. Parfois, Tandiwe et moi, nous lavions les cheveux avec le pain de luxe. Ça doit pas être du vrai pain, hein, ça doit être une expression. Quand on se mettait du savon dans les yeux, nous devions nous asperger le visage d'eau et essayer de trouver une serviette à tâtons. On se cognait l'une dans l'autre parce que le savon piquant nous avait aveuglés, mais nous n'étions pas aussi aveugles que nous prétendions. Nous allions nous cogner l'une dans l'autre. De mon point d'observation sur la passerelle, je voyais que la petite fille avait trouvé du pain et qu'un des garçons avait trouvé une chaussette verte. Il l'a mise dans sa poche et puis il a levé les yeux et a vu que je le regardais. Je me suis aussitôt accroupi, puis je me suis redressé et j'ai de nouveau jeté un coup d'œil par-dessus la passerelle. Les enfants s'étaient enfuis et M. Sinclair m'attendait. « Montre-moi ton cahier. » Le directeur assis à son bureau buvait une tasse de café. Mes mains ont poussé le cahier d'exercice vers lui en le faisant glisser sur la table brillante. Il l'a ouvert et a regardé la première page. Il a tourné, puis il a tourné une autre. M. Sinclair fronçait les sourcils. Je voyais son doigt qui pointait la ligne du haut. Une touffe de poils noirs se dressait sur mon articulation alors qu'il tapotait la page avec ses « Commencez ici » écrits partout. Ici. Pourquoi tu ne commences pas ici? Ici. Il faut commencer ici. Tu comprends? Oui, ici. Quand j'ai acquiescé, mes 2 couettes blondes ont rebondi d'un côté à l'autre. Il s'est levé et a remonté les manches de sa chemise. La photo encadrée de 2 enfants était posée sur son bureau. Un garçon et une fille. Le garçon avait les cheveux rasés comme Piette et il portait un uniforme de scout. La petite fille portait une robe en Vichy bleu avec un bandeau bleu assorti à ses jolis cheveux roux. Soudain, j'ai senti les mains de M. Sinclair sur mes jambes. J'ai sursauté sur le coup de la surprise. Le directeur me frappait l'arrière des jambes. Il est suspect, là. Il avait une chose que je commençais à comprendre à 7 ans. Cela était lié au fait de ne pas se sentir en sécurité avec les gens censés nous garantir la sécurité.
J'en voulais pour preuve que même si M. Sinclair est un adulte blanc dont le nom était écrit en lettres d'or sur la porte de son bureau, j'étais manifestement moins en sécurité avec lui qu'avec les enfants noirs que j'avais espionnés dans la cour. Deuxième preuve, les enfants blancs avaient secrètement peur des enfants noirs. Ils avaient peur parce qu'ils leur lançaient des pierres et se comportaient mal avec eux. Les blancs avaient peur des noirs parce qu'ils leur avaient fait mal. Si vous faites du mal aux gens, vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne vous sentez pas normal. Les Blancs n'étaient pas normaux en Afrique du Sud. Je savais tout du massacre de Sharpeville, survenu un an après ma naissance. La police blanche qui avait abattu des enfants noirs, des femmes, des hommes, la pluie qui était tombée après et qui avait lavé tout le sang. Quand M. Sinclair a dit « Retourne en classe », il haletait et transpirait. Je voyais bien qu'il ne se sentait pas normal. Serrant contre moi le cahier qui m'avait causé tant de problèmes, j'ai décidé de ne pas retourner en classe. J'ai franchi le portail de l'école et je me suis dirigé vers le parc où je me suis balancé sur un pneu suspendu à un arbre par une corde. J'ai l'image en tête. Un panneau en émail rouge cloué à la clôture indiquait « Aire de jeu réservée aux enfants européens sur ordre de la mairie ». Comme le soleil brûlait mes genoux dénudés, je suis allé vers la bascule qui était à l'ombre et suis resté là pendant 2 heures. Quand je suis rentré à la maison, j'ai sorti une orange du sac dans le garde-manger et je l'ai roulée sous mon pied jusqu'à ce qu'elle soit molle. Puis j'ai fait trou dedans avec mon pouce puis j'ai aspiré le jus. J'avais encore soif, alors j'ai bu de l'eau au tuyau d'arrosage dans le jardin. C'était l'heure la plus chaude de la journée et notre matou s'était affalé sous le pêcher qui, un jour, avait été miraculeusement couvert de neige. À 6 heures, ma mère est rentrée du travail en me disant qu'il fallait qu'on parle. Il était évident que l'école l'avait appelée pour l'informer de mon absence dans l'après-midi, parce qu'elle m'a annoncé que j'allais passer quelques mois chez ma marraine à Durban. Après qu'elle m'eut serré un long moment dans ses bras, je suis allé dans le jardin pour annoncer la nouvelle à Maria. Le soir, Maria s'asseyait toujours sur les marches de la véranda et buvait du lait concentré d'une petite conserve qu'elle perçait avec un ouvre-boîte. Elle a dit qu'elle cherchait les crevettes de Parktown. Sam et moi avions planté 10 graines de melon dans le jardin. Mais Maria nous avait expliqué que les crevettes de Parktown mangeraient peut-être les jeunes melons avant nous. Elle avait expliqué que ces crevettes étaient en fait des criquets royaux qui attaquaient les pêches pourries tombées à notre arbre. Si nous les touchions, ils nous sauteraient au visage et nous vaporiseraient d'un liquide noir dans les yeux. C'est quoi ces sauterelles poulpes-là? Quand je me suis assise à côté d'elle sur les marches, elle m'a mis de la vaseline sur les lèvres et m'a demandé si tout allait bien à l'école. J'ai secoué la tête et elle m'a pris sur ses genoux. Mais je savais qu'elle était fatiguée et voulait être seule pour boire son lait concentré. Elle m'a dit que les étoiles brillaient si fort qu'elle serait capable de voir arriver les crevettes de Parktown et qu'elle leur damerait le pion si c'était le cas. Damer le pion, ça veut dire leur casser le cul. Ça veut dire leur botter le cul, plutôt. Puis, elle m'a donné une poignée de Pinkies sortie de sa poche et m'a dit qu'il faudrait que je lui parle de la nouvelle perruche de Maureen Dory à mon retour à la maison. Apparemment, la perruche s'appelait Billy Boy. J'aimais la façon dont Maria disait Maureen Dory. Est-ce que c'était ça qu'on appelait une expression? J'ai résolu qu'une fois à Durban, je ne dirais pas Dory, mais Maureen Dory. Ça ne sonnait pas très bien quand je le disais pour moi. En fait, chaque fois que je prononçais les mots Maureen Dory tout haut, cette combinaison me paraissait désagréable. Comme si je marchais avec 3 petits cailloux dans mes chaussons de gym. Sans trop savoir pourquoi, je ne voulais pas me débarrasser des cailloux. À la fin de la semaine, une élégante hôtesse de l'air avec un gros diamant au doigt m'a fait gravir les escaliers de l'avion et m'a dit de sucer mon pouce dès que l'engin décollerait pour Durban. T'as mal, elle a 7 ans, c'est plus une bébé. Putain. Je suis désolé, putain, j'ai attaché mes cheveux pourtant. Regarde comme les diamants habillent une femme, m'a dit l'hôtesse avec un clin d'œil. Un jour, quand tu te marieras, ton fiancé t'offrira un gros diamant comme le Ritz. Elle a battu des paupières et la lueur du caillou a elle aussi vacillé. Si l'avion s'écrase, je donnerai un coup de sifflet, d'accord? Assise toute seule à sucer mon pouce, j'ai attendu qu'elle donne un coup de sifflet. Mais elle était trop occupée à parcourir les couloirs pour montrer sa bague de fiançailles aux passagers. Plus tard, elle a dit « Regarde, c'est le Maputalonde. » T'as appris le N-word, pute, en espagnol. Tu vois les lacs et les marais? Là, c'est Rocktail Bay, où mon amoureux m'a fait sa demande. Il y a un récif corallien. On est presque arrivé à Durban. Il faudra que tu demandes à ton papa de t'emmener dans la réserve de gibier et de te montrer les lions et les éléphants. J'ai acquiescé. Ben alors, tu ne dis rien? J'ai secoué la tête. Tu as oublié ta langue à Joburg? Johannesburg, ils ont juste skip parce que c'est vrai que c'est long.
J'ai acquiescé. Est-ce que le pilote ne serait pas en train de m'appeler? C'est bien lui, pas vrai? J'espère qu'on n'a pas perdu une aile. Elle m'a adressé un clin d'œil et s'est dirigée vers le cockpit où le pilote fumait un cigare. C'était son anniversaire et l'équipage lui chantait un hymne de stade de rugby. Elle était nue comme un verre, un verre, un verre, un verre. Elle était nue comme un verre. Hey, je chante pas très bien, hein. Je suis pas mieux en français qu'en créole. 3. Maureen Dory présidait à l'existence de Billy Boy, tel un gardien devant ses buts. Impossible pour lui de retourner au monde des oiseaux parce qu'il était enfermé dans une cage. Il sautillait sur son échelle, sa balançoire, battait des ailes pour filer de l'une et l'autre, mais ce n'était pas la même chose que de voler. Ferme cette fenêtre ou Billy Boy va s'enfuir. Tu peux le prendre dans tes mains, tu veux? J'ai acquiescé. Il fait plus de bruit que toi. Quand j'ai pris Billy Boy au creux de mes paumes et que j'ai enfoui mon nez dans ses plumes douces, le chant de stade du pilote m'est venu à l'esprit. Elle était nue comme un verre, comme un verre, un verre, un verre. Elle était nue comme un verre. Bon, reviens-en, hein, putain. Pauvre Billy Boy, il était si triste sous ses plumes, ses petits organes et ses petits os. Maureen Dory m'a dit de lui compter les orteils tous les mois. C'est quoi cette demande, frère? Apparemment, si une perruche perd des orteils, c'est à cause des acariens. Si je devais écouter sa respiration. Si j'entendais un cliquetis quand il inspirait, cela voulait dire qu'il souffrait d'acariose. Maureen Dory savait absolument tout sur les perruches. Elle m'a dit qu'il était très important de ne pas s'apitoyer sur le sort d'une perruche malade et en vente dans une animalerie. La pitié ne guérira pas une perruche malade. Elle mourra de problèmes respiratoires, quoi que tu fasses. J'ai essayé d'étouffer la pitié que j'éprouvais pour Billy Boy au cas où ça le tuerait, mais elle ne cessait de revenir. J'ai regardé la sueur au fond de sa cage et me suis dit qu'il était heureux et épanoui, même si je n'y croyais pas. Quant à moi, j'étais d'avis que pour Billy Boy, la vie n'avait tenu aucune de ses promesses, que tous ses espoirs avaient été dévorés par les fourmis et que ses parents étaient passés sous un train. J'avais oublié comment ma Maureen était énorme. Quand elle me serrait dans les bras, je disparaissais dans les plis de son ventre. Tout devenait noir. Les bruits étouffés et j'entendais l'eau goûter dans cette tuyauterie. Un grondement qui rappelait la mer située à 8 km de la maison, l'océan Indien, une mer remplie de requins, les maîtres nageurs de Golden Mile, ainsi que se nommait la plage, devenaient inspecter les filets anti-requins tous les matins et faire des annonces par les haut-parleurs s'ils étaient trop dangereux pour aller nager. J'avais déjà dû sortir de l'eau en courant et attendre sur le sable jusqu'à ce qu'un requin soit capturé. Ce qui m'avait donné l'occasion de lire les panneaux le long de la plage. Ville de Durban. Cet espace de baignade est strictement réservé aux membres de la race blanche. Putain, j'ai jamais vu un livre avec autant de panneaux racistes. C'est pas parce que je lis ce livre-là que je suis raciste. De toute façon, je suis obligé. Okay? Les seuls noirs autorisés sur la plage étaient les vendeurs de glace qui marchaient pieds nus dans le sable brûlant en agitant une clochette et criant « Esquimaux! Glace! Esquimaux! » Parfois, les jeunes surfeurs... Ouais, j'ai pas fait l'accent africain. De toute façon, je le fais mal. J'ai déjà assez dit l'N-word. Je pense que ça le fait. Aïe, aïe, aïe. Ah, ce vent est pas le fun. Hein? Une chance, j'ai les cheveux attachés. Parfois, les jeunes surfeurs blancs se faisaient manger une jambe s'ils s'aventuraient trop loin sur leur planche. Et ma Maureen me montrait leurs photos dans le journal le lendemain. Quelle bonne Maureen de montrer des photos traumatisantes à sa nièce de 7 ans. Elle disait qu'elle craignait davantage les ténias que les requins. Que le chat roux a vomi sur le tapis, elle a levé les bras du ciel et s'est mise à hurler parce qu'elle craignait qu'il y avait un ténia dans le vomi. La bonne prénommée Caroline a tout nettoyé pendant que madame fermait les yeux et couinait, sa main douce et blanche plaquée sur les lèvres. J'avais l'impression qu'un ténia aurait pu avaler un requin entier. La peur n'avait pas de taille logique et de surcroît, la peur était hermaphrodite. Ma Maureen m'a raconté que le corps très très long des ténias possédait des organes mâles et femelles. À l'intérieur, ils ont des ovaires et des testicules. Ils étaient hermaphrodites. Et si ce n'était pas assez effrayant, toute personne friande de viande crue devrait savoir qu'un ténia aime la manger. C'est qui les gens qui aiment la viande crue? À la limite, t'aimes le tortore, mais bon... Les gens qui mangent de la viande crue, c'est des gens qui sont maintenant morts, t'sais. Devant la maison de Durban, accrochée à la clôture par du fil de fer, se trouvait un grand panneau, riposte armée. Quand j'ai demandé ce que ça voulait dire à ma Maureen qui savait tout, elle s'est fait une joie de m'expliquer.
Si les Noirs rentrent par effraction dans la maison pour nous cambrioler, mon mari, le vénérable Edward Charles William, les abattra, mais ne le dis pas à ta mère. Donc, tant que tu seras chez nous, inutile de t'inquiéter de quoi que ce soit. Jusque-là, on m'avait fait découvrir les requins, les téniens, les hermaphrodites et les orchidées. Viens voir les fleurs de mon jardin. Mes orchidées sont petites, mais leur parfum est plus prononcé. C'est dans le jardin de Morène-Doré, au cœur de Durban subtropical, que Miracle m'attendait. Une hallucination, un mirage, une sorte de personnage de bande dessinée. Une poupée Barbie en chair et en os était adossée au palmier sous le ciel bleu du Natal, repoussant les mouches qui venaient se poser sur ses longues jambes bronzées. Quelque chose brillait au soleil. C'était une lettre en or en forme de M et le M était attaché à une chaîne en or qu'elle portait autour du cou. J'étais ébloui. Sans que je comprenne comment, Morène-Doré avait réussi à donner naissance à une jeune fille mince et blonde qui semblait faite en plastique. Bonjour, je suis Mélissa. Je viens juste de rentrer d'un cours de sténographie à Pretoria. Tu ne me dis pas bonjour? Tu n'es pas à l'église, tu peux parler tout haut, tu sais? Alors que ma mini Barbie perdait de son aura et n'était plus qu'un simple jouet avec des cheveux en nylon, une Barbie bien vivante en mini-jeu bleu pastel était apparue sur scène. Allez, viens chouchou, viens t'asseoir dans ma chambre et parle-moi. Mélissa avait 17 ans, coiffait ses cheveux en choucroute et se peignait les cils avec une petite brosse qu'elle trempait dans un pot de mascara noir. « Hé, tu ne parles pas? Ah, tu n'es pas obligé. Mais écoute, là, je passe mes examens de secrétaire. Je dois faire de la sténo. Donc, si tu me parlais vite, je pourrais m'entraîner à écrire ce que tu dis. On appelle ça le système Pitman. » Mélissa a sorti un stylo à gribouiller sur le dos de sa main. « Mais avant toute chose, bienvenue à Dorps, copinette. » C'était un honneur que d'avoir le droit de m'asseoir sur le lit de Mélissa et d'être témoin de la façon dont elle se crêpait les cheveux avec un peigne en plastique jusqu'à les faire se dresser sur sa tête. Il y avait un cendrier en cristal sous le lit. Je l'apercevais sous les pompons blancs qui frémissaient au bord de l'édredon en satin rose. Mélissa fumait en cachette et gardait le cendrier sous son lit pour que sa mère ne voie pas les mégots. Le moment que je préférais était celui où je pouvais vaporiser de la laque dorée sur sa choucroute avec la petite bombe pendant qu'elle m'observait à travers ses paupières mi-closes, les cils de mascara. La vapeur sucrée et chimique de la laque agissait comme un analgésique. Je regardais Mélissa se préparer dans un silence humble et fasciné. L'idée que les gens en plastique étaient plus intéressants que les autres était d'abord née avec les yeux peints en bleu de Barbie, puis avec les yeux peints en marron de Maria chaque fois que je l'interrogeais sur Tandy et finalement sur le laboratoire adolescent de Mélissa. Mélissa s'inventait littéralement par le maquillage. Que la marque de son rouge à lèvres, de son mascara et de son ombre aux paupières s'appelle make-up, qui voulait dire à la fois maquiller et inventer, m'enthousiasmait au plus haut point. Partout dans le monde, des gens s'inventaient par le maquillage et la plupart étaient des femmes. La plupart, c'est bien de préciser. « Hey, bêtasse, laisse-moi te coiffer. Viens sur mes genoux. Tu vas avoir l'air batte. Tu vas voir. » Parles-tu dans un langage de la Gen Z ou quoi, là? Avec l'aide de Mélissa, ma triste et sage queue de cheval s'est vite changé en un exotique rouleau de tresse doré fixé au sommet de mon front. Mélissa a dit que je ressemblais à une star de cinéma et qu'il ne manquait plus que des rivières de diamants et de rubis à mes oreilles, à mon cou et à mes poignets. Les émeraudes m'iraient encore mieux à cause de mes yeux verts. Quand je deviendrai mère, mes émeraudes ayant atteint leur but, je les transmettrai à mes filles. Quel était leur but? Mélissa me disait que j'étais une beauté et qu'un jour, je n'oubliais pas de bien me nettoyer les ongles, un bel homme me prendrait la main et que ses lèvres n'en finiraient plus de l'embrasser. Puis il se mettrait à genoux devant moi, je baisserais les yeux vers l'arrêt de ses cheveux et me supplierais de devenir sa femme. J'espérais devenir comme Mélissa quand je serais grande. Moi aussi, je fumerais des cigarettes. Je serais capable de griffonner dans le système Pitman et conduirais pieds nus des voitures rapides, mes talons jetés par la banquette arrière. Il faut toujours conduire pieds nus, copinette. Il n'y a rien de mieux. Je suis totalement d'accord. Mais c'est pas parce que je conduis. Hein. Vous savez très bien pourquoi. Mais d'abord, il faut passer en catamini devant son père, qui n'avait qu'un œil et me rendre invisible. Edward Charles William avait un œil normal et un œil de verre. Mélissa m'a raconté que lorsqu'il était petit, quelqu'un lui avait arraché un œil pendant un match de rugby et que depuis, ses yeux n'étaient plus pareils. Et je veux bien que le rugby, que ça soit hardcore, mais ça veut dire qu'il y a un mec, il a fait comme ça. Il a enlevé l'œil, bro. C'est quasiment impossible. Il niaise. L'œil de verre comportait des flammettes violettes. On avait presque l'impression qu'un feu brûlait dans son orbite.
Je me suis donné une règle. Ne regardez que son œil de verre, jamais l'autre. Un œil de verre était un œil qui ne voyait pas, et je ne voulais pas qu'il voie que j'avais peur de lui. Edward Charles William était comme un pacha. Quand il s'asseyait au bout de la table avec sa femme et sa fille unique, je voyais tout réfléchi dans son œil de verre. Je voyais même le chien gris appelé Rory qui remuait la queue et haletait dans l'œil d'Edward Charles William. Roar! Assis, assis! Papa! Oh, pas, tu fiches la trouille à ma nouvelle copinette! Ne fais pas attention à lui, bêtasse, il ne ferait pas de mal à une mouche. Mélissa agitait ses ongles vernis roses en direction de son père, lui adressant des clins d'œil pendant qu'elle replissait son verre de scotch et m'envoyait à la cuisine chercher des glaçons. Dans la cuisine, j'ai regardé par la fenêtre et les glaçons ont fondu dans mes mains. La glace m'a rappelé la fabrication du bonhomme de neige avec mon père. J'allais bientôt fêter mes 8 ans et il n'allait toujours pas rentrer à la maison. Quand je suis retourné à la table, Edward Charles William avait l'air furieux à la vue des minuscules éclats de glace qui goûtaient dans mes mains brûlantes. Mais Mélissa m'a couverte. Mais pas, pourquoi c'est si difficile de trouver de la glace qui ne fonde pas en 3 secondes? Et pourquoi ça fond la glace, pas? 17 ans, elle sait pas pourquoi la glace fond. Si j'avais une question à poser à mon père, j'étais obligé de le faire dans ma tête. Quand Mélissa disait « Tu m'emmèneras pêcher? » et que son père répondait « Oui », je répondais à mon père s'il m'emmènerait pêcher lui aussi. Sa réponse automatique était toujours « La pêche est dangereux, tu risquerais de te planter l'hameçon dans le doigt. » Je pense pas que c'est le plus grand danger. Ou bien je disais « Papa, aujourd'hui j'ai grimpé tout en haut de l'arbre. » Il me répondrait « Grimper aux arbres c'est dangereux, ne grimpe pas jusqu'en haut. Grimpe à mi-hauteur et ne regarde pas en bas. » Je supposais qu'Edward Charles William ne voulait pas que je vive avec eux à Durban, mais Maureen Dory m'a dit qu'il fallait que j'aille un foyer stable. Et parce qu'elle est ma pauvre petite, ma pauvre... Allez, je suis désolé. Parce qu'elle et ma pauvre mère avaient été en pension ensemble et qu'elle s'était relayée pour faire le guet quand elle lisait des livres à minuit, avec une lampe torche sous les draps. J'ai commencé à prêter l'oreille à la façon dont Edward Charles William parlait anglais, qui était la langue que nous parlions tous. Quand elle voulait ses chaussettes, il hurlait sur une domestique pour qu'elle lui apporte. Quand elle voulait une serviette pour sa douche du soir, il hurlait de nouveau. Il ne disait pas les mots chaussettes ou serviettes, il hurlait simplement le nom de la domestique. Le nom de cette personne signifiait « Va me chercher mes chaussettes, va me chercher ma serviette ». Quand ses chaussures avaient besoin d'être tirées, l'homme qui s'occupait du jardin les lui cirait pour lui. Edward Charles Williams l'appelait Boy. Tain, comme dans la main. Encore une référence à Duros. Il fait chaud, hein? Même si ce dernier avait 4 enfants, 9 petits-enfants et les cheveux gris. Il se prénommait Joseph et appelait Edward Charles William maître. Edward Charles William parlait anglais à Joseph, mais son ton était encore une autre langue. Pour commencer, je ne savais jamais par où commencer. Je devinais que le ton d'Edward Charles William s'amusait trop de quelque chose. Je devinais qu'Edward Charles William... je commence en mode à dire Edward Charles William. On va dire ECW. Je devinais que CW avait besoin d'être moins heureux. Cette personne me faisait rire. Et chaque fois que je riais, je me sentais un peu plus heureuse, ce qui venait embrouiller cette idée nouvelle pour moi que le bonheur n'est pas toujours une bonne chose. Mais je ne pouvais rien y faire. Un dimanche, Joseph m'a donné la moitié de sa tourte arrosée de sauce à la viande, alors qu'on était assis sur l'herbe à l'ombre parce que madame et le maître partaient toujours se promener en voiture le dimanche. Pour la première fois, j'ai regardé qu'il lui manquait 2 doigts à la main gauche. Quand je lui ai demandé ce qui était arrivé à ses doigts, il a expliqué qu'il s'il était pris dans une porte. Il m'a appris à compter jusqu'à 2 en zoulou. Un se disait Ukunye, 2 Isibili. Ou quelque chose de chantant comme ça. Et il y a beaucoup de langues là. Il y a l'afrikaans, l'anglais et le zoulou. L'alphabétique, c'est quasiment la première puis la dernière. Voilà. Il y a quelque chose de chantant comme ça. L'idée qu'il y ait une porte quelque part en Afrique du Sud avec les doigts de Joseph coincés dedans a commencé à me tourmenter. Plus tard, quand je lui ai dit que mon père était prisonnier politique, il m'a raconté qu'il avait eu les 2 doigts arrachés par un berger allemand lors d'un raid de la police sur la maison de son frère à Joburg. Il cherchait Nelson Mandela. Il me disait bien qu'il y a un livre sur l'Afrique du Sud qui parle de l'apartheid, il allait avoir Mandela à un moment donné. Quand je lui ai dit que ma mère et mon père connaissaient Winnie et Nelson Mandela,
qui était en prison à vie sur Robben Island. Il m'a conseillé de ne jamais le mentionner à Madame ni au maître, ni même à Billy Boy. De toute façon, a-t-il ajouté, en essuyant les miettes de tourte et les taches de sauce avec son pouce et les 2 autres doigts qui lui restaient, quel intérêt de garder un oiseau s'il ne pond pas d'œufs? Amankada, c'est le mot zoulou pour œuf. Si l'oiseau bleu de Madame pondait un œuf bleu, on pourrait se faire une dînette. Tous les soirs, on plaçait une couverture grise sur la cage de Billy Boy. Je savais que mon père dormait sous une couverture grise parce qu'il l'avait dit à ma mère dans une lettre. Viens là, copinette, tu vas me faire flipper à toujours rester planté devant la perruche de maman. De maman. Mélissa m'a entouré la taille de ses bras et m'a soulevé du tapis. Maintenant, répète après moi. Je peux parler fort. Je peux parler fort. Je peux parler fort. Je peux parler fort. C'était pas fort. Je te repose pas tant que tu n'aurais pas crié. J'ai tenté un petit cri. Il paraissait assez convaincant pour qu'elle me repose. Et sinon, je sais que tu n'es pas sincère quand tu souris. Fais-toi un sourire de toutes les dents. Voilà, là, c'est batte. On va prendre la vaisseau spatiale pour aller faire un tour en ville. Le vaisseau spatial était la toute nouvelle voiture de Maureen Dory. Elle était devenue si grosse qu'elle ne rentrait plus dans l'ancienne. Parfois la nuit, je la voyais dans la cuisine qui portait des poignées de viande hachée et de pommes de terre à ses petites lèvres en arc de Cupidon. Le vaisseau spatial était argenté et brillant, avec des sièges en cuir d'un blanc crème immaculé. Mais que se passerait-il si les pneus de la nouvelle voiture explosaient, que Maureen Dory avait un accident et que personne n'arrivait à la soulever pour l'emmener à l'hôpital? Pourquoi elle est grosse comme ça, ta maman? Mélissa s'est jetée sur moi et m'a écrabouillé le gros orteil. Tout le monde sait que quand on se fait mal à l'orteil, c'est pas le fun. Puis elle m'a donné un coup de poing à l'épaule. Ne sois pas si grossière, bêtasse. C'est quasiment pétasse, rendu là. Maman est prisonnière de son corps, elle ne peut pas en sortir. Pourquoi? Elle est morte, mais elle est revenue sous la forme de zombie. Non! Tu savais que Jésus aussi est un zombie? Il est mort et il est revenu à la vie. Mélissa a agité les clés de la voiture sous mon nez. Dis pardon et je t'achèterai un bonicho. C'est quoi un bonicho? C'est rudement battre. Mais ne dis pas à personne où je t'emmène. Surtout pas à pas, ok? Ok. C'est vrai, maintenant que je pense, Jésus, c'est un putain de zombie. C'est écrit. Je t'ai bien entendu. C'est bien. Non. Non, ok, j'ai eu le long. C'est bien. Je t'ai très bien entendu. Les filles doivent parler haut puisque personne ne les écoute de toute façon. Si Mélissa avait une vie secrète, je n'en entendais pas moins d'une personne en plastique. Les gens en plastique avaient des choses à cacher et, dans mon cas, Mélissa cachait qu'elle connaissait une bonne adresse de restaurant dans le centre-ville où vivait son petit ami indien. L'adresse en question était un café situé dans une rue envahie de mouches et de détritus. De vieux os s'entassaient dans le caniveau sous une pile d'épluchures de pommes de terre et de carottes en train de pourrir. Quand nous sommes entrés dans un café, un Indien qui lisait le journal à la caisse a levé les yeux et crié « Hey, Lisa, c'est l'heure du bunny? » Il mâchouillait quelque chose qui lui avait teint la langue en orange. Quand l'homme a crié « Lisa », les femmes indiennes dévorant des assiettes de curry avec les doigts ont toutes levé les yeux avant de les baisser aussitôt. J'ai deviné que c'était parce que nous étions blanches et que nous n'étions pas censés être là. Merci, Victor. Et un bonus supplémentaire pour ma copinette. Elle vient de Jobourg. Mélissa m'a attiré vers une des tables et a dit « Assis. » Bon chien. J'étais furieuse qu'elle soit adressée à moi comme à un chien désobéissant. Mais voilà, pas de doute, elle avait en particularité du ton de son père. Mélissa avait attrapé le ton du maître. Elle avait besoin d'une aspirine pour s'en débarrasser. J'ai commencé à éternuer. Victor a apporté une canette de Fanta et l'a ouverte pour moi pendant que je continuais d'éternuer. Alors, comme ça, tu viens de Jobourg? Oui. Est-ce qu'Ajay est là aujourd'hui? L'a interrompu Mélissa sur son nouveau ton. Victor a pointé l'index orange lui aussi, vers quelqu'un. Un jeune homme indien venait d'entrer dans le café. Il portait un costume gris brillant, des chaussures en peau de serpent et il a souri en voyant Mélissa. « Je vous apporte vos bunnies. » Victor a traversé la salle, foulant la sciure qui jonchait le sol et donnait un coup de pied dans un paquet de cigarettes vides sous une table. Un bonicho était en fait un curry de viande servi dans une demi-miche de pain blanc et vidé. Je l'ai mangé avec une cuillère à soupe et j'ai regardé Mélissa flirter avec le fils de Victor. Ajay haussait les épaules, disait quelque chose au sujet de mardi prochain pendant que Mélissa roulait ses yeux pleins. Ajay lui a allumé une cigarette avant d'allumer la sienne, puis ils ont fait des ronds de fumée. Il n'y avait rien de plus beau au monde que ces ronds. Quelquefois, ils flottaient l'un vers l'autre et se dissipaient
juste avant de se toucher. L'air embaumait le riz et les épices. Les ronds de fumée, le riz et les épices, l'espace entre Adjaï avec ses chaussures de serpent et Mélissa dont les cils étaient noircis de mascara et la façon dont le petit doigt de Mélissa touchait la manchette de chemise d'Adjaï me donnait l'impression que ça pouvait être ça, la vie, quand tout allait bien. Mais Victor est revenu s'asseoir à notre table et a ruiné l'ambiance en se mettant à parler politique. Mélissa lui a dit que mon père était en prison à cause de l'apartheid. Victor m'a raconté que son grand-père était venu d'Inde pour travailler dans les champs de canne à sucre dans le Natal. Il a dit que chaque fois que je saupoudrais mon pamplemousse d'une cuillère à café de sucre, qui allait ensuite me pourrir les dents. Quand je dis des trucs plus longs, c'est que c'est écrit comme ça. Je devais me souvenir que c'était son grand-père qui plantait l'or blanc d'Afrique du Sud. Et je devais dire à mon père qu'il y aurait toujours un bonichao pour lui dans l'établissement de Victor. J'ai acquiescé et fait semblant d'être intéressé, mais je regardais surtout Mélissa qui tenait la main d'Adjaï sous la table. Si c'était de l'amour, c'était un amour interdit. Même moi, je le savais. Tout le monde dans le café le savait. La politique avait réussi à se frayer un chemin jusque dans les pamplemousses. Et le fait de se tenir par la main, j'en avais marre de la politique et j'étais pressé de voir l'âge où je pourrais allumer une cigarette, faire des ronds de fumée dans l'air qui sentait le riz et passer le petit doigt sur la manchette de chemise d'un homme séduisant. Quand on est arrivé au parking, Mélissa a retiré ses sandales et m'a demandé de les lui tenir pendant qu'elle cherchait les clés de sa voiture. Elle conduisait toujours pieds nus, c'était sa spécialité. Ses petits amis serraient ses chaussures contre leur poitrine tandis qu'elle appuyait sur le champignon et chantait les tubes de Shangri-Las. Oh, quelle poisse! Je crois que je les ai laissés chez Victor. Ouais, ils ont des voix très masculines, ces filles-là. Alors qu'elle continuait désespérément de fouiller dans son sac, j'ai regardé la voiture garée à côté du vaisseau spatial. Une fille de mon âge était assise à l'arrière et tenait quelque chose dans ses genoux. Elle remuait les lèvres comme si elle parlait à quelqu'un, sauf qu'il n'y avait personne. Regarde, elle parle toute seule. Mélissa, toujours pieds nus, s'est avancée sur le béton huileux et a jeté un coup d'œil à l'intérieur de la Bentley. Tu sais quoi? Quoi? Elle parle à un lapin. Un bonicho? Non, à un vrai lapin. Elle avait raison, la petite fille avait un lapin blanc sur les genoux. J'apercevais les oreilles qui dépassaient et lui chatouillaient le menton. Au même moment, un homme et une femme se sont dirigés vers la voiture. L'homme tapotait les clés contre sa hanche. Dès qu'il a ouvert la portière, les lèvres de la petite fille ont cessé de remuer. La femme nous a vus et a ri sans le vouloir. On vient d'emmener son lapin chez le vétérinaire. Il a l'œil chassieux. Son mari a pris une voix haut perchée, comme celle de son épouse, et a répété ce qu'elle venait juste de dire. Il a l'œil chasseux! Il a l'air chassieux! C'est chassieux, hein, pas chassieux, peu importe. Le rouge est monté aux joues de la femme et il a recommencé. On n'aurait pas du tout dit son épouse. Je me suis demandé s'il y croyait imiter. Cette voix aiguë qui jaillissait de lui n'évoquait ni ma mère, ni Maria, ni Mélissa, ni moi, ni même la femme qu'il était censé singer. C'était ça l'indice. Il ne faisait penser qu'à lui-même. Les voilà! Les clés de la voiture de Mélissa s'étaient glissées dans le manuel de sténo qu'elle gardait toujours près d'elle. J'espère que ton petit lapin va guérir, a-t-elle hurlé à la gamine. Elle a appuyé sur l'accélérateur et a sorti le vaisseau spatial de son emplacement. À ton avis, elle lui racontait quoi à son lapin? Tja, eh bien, c'est son secret. Pourquoi c'est un secret? Mélissa a haussé les épaules, ses yeux pleins fixés sur la route pendant qu'elle tournait à droite pour s'engager sur un autopont en béton. Le tonnerre s'est mis à gronder. Des enfants africains nus faisaient la manche au feu, la main tendue, paume ouverte. C'était quoi le secret qu'elle racontait à son lapin? La plus chaude a fouetté les vitres de la voiture. Elle lui demandait « Pourquoi est-ce que maman et papa ne m'aiment plus? » Wow! D'un coup, c'est devenu hyper dark. 4. Je savais que sourire agissait comme ces amulettes que certaines filles portaient en bracelet. Des petits lutins et des cœurs se balançaient sur les poignets bronzés pour leur porter chance et chasser le mauvais œil. Sourire était une façon d'éloigner les gens de vos pensées, même si vous les ouvriez aux autres, dès que vous ouvriez la bouche. C'est ainsi que j'ai souri quand ma reine Dory m'a dit qu'elle allait m'envoyer à l'école religieuse du coin. Elle me l'a annoncé en brandissant une petite paire de ciseaux pour tailler les ailes de Billy Boy. Les plumes doivent être brillantes et gonflées. Son doigt boudiné tapotait la poitrine de Billy Boy. C'était le Perrichet. Il ressort un peu trop. Je crois que Billy Boy est trop maigre. Je lui donnerai un peu plus de graines que d'habitude ce soir. C'est quoi l'école religieuse? C'est une école où les institutrices sont des nonnes. C'est quoi une nonne? Une nonne est une femme qui a épousé Jésus-Christ. Oh, l'hôtesse de l'avion pour Dubs allait se marier. Elle m'a montré sa bague. Mais elle n'a pas épousé Jésus-Christ. Elle a sans doute épousé un Hank Van de Play. C'est quoi un Hank Van de Play? What the fuck? Ou quelque chose de ce genre. Ça n'a absolument rien à voir. Son visage était aussi pâle que celui d'un zombie.
Les zombies ont la peau verte, c'est pas Paul. Une perruche alerte et joueuse est le signe d'une perruche en bonne santé. Billy Boy est moins geek d'ordinaire. Quand elle a eu fini de mettre de l'ordre dans les plumes de Billy Boy, elle l'a réinstallé dans sa cage. J'ai observé comment fonctionnait la petite clenche de la porte pour voir sortir Billy Boy de là. L'école s'appelle Sainte-Anne et les nonnes sont très bonnes enseignantes. S'il te plaît, éloigne le chat et son ténia de la cage de Billy Boy. J'ai soulevé le chat et réchauffé mes mains dans son pelage roux. Je savais qu'il n'avait pas de ténia. Peut-être que ma reine Dory avait un ténia à l'intérieur d'elle. J'en voulais pour preuve qu'elle avait tout le temps faim, donc quelque chose la mangeait de l'intérieur. Le chat avait pris l'habitude de dormir dans ma chambre. Mélissa a menacé de lui couper les oreilles s'il ne retournait pas dans son édredon de satin rose. Mais il avait manifestement décidé de prendre le risque. Ginger était à moi. Mélissa avait détesté ses années passées à l'école religieuse. Depuis qu'elle suivait sa formation de secrétaire, buvait des rock shandies et retrouvait sa copine de Pieter Maritzburg au Three Monkeys et au Wimpy Burger Bar, elle ne pariait plus. Tu ne veux pas que les filles du couvent te prennent pour une tarée ici? Non. Alors tu dois parler plus fort. Et je vais te dire un truc, tu seras la seule fille de l'école avec un nom juif. Si tu te perds dans les cloîtres, tu suis ton instinct. Mélissa a ri jusqu'à ce que son mascara lui dégouline sur le visage et l'a imité parce que j'étais sa copinette. Je l'ai imité. Sainte-Anne était une école de province pour filles catholiques, blanches et nanties. Entre les cloîtres se dressait une petite statue voûtée de la Madone à l'enfant, la mère triste avec son bébé dans les bras, dans les rues de Durban. La plupart des mères africaines portaient leur bébé dans le dos, mais si elles s'occupaient de bébés blancs, elles les promèneraient dans un landau. La Madone avait-elle une domestique pour porter son bébé? Je me demandais si je manquais à ma mère. Je l'espérais. J'étais peut-être une saine orpheline envoyée par Dieu pour que les nonnes prennent soin d'elle. Je me suis appuyé contre la pierre d'un pilier et j'ai contemplé une statue en plâtre de Jésus-Christ aux mains percées. Cela m'a envoyé à Piette dans mon école de Johannesburg. Son stigmate iodé avait-il fini par disparaître? Les nonnes semblaient vouloir vouer leur existence à m'aider dans l'apprentissage de la lecture de l'écriture. Bon, ils n'ont pas l'air si méchants pour une fois. Chaque jour, elle s'agenouillait à côté de moi en classe, formant doucement des A, des B et des C en pâte à modeler entre leurs mains douces et blanches. Quand elle me demandait de nommer les lettres, je baissais la tête comme il se devait pour une sainte orpheline et je murmurais A comme abeille, B comme bélier, C comme canard, tandis qu'elle acquiesçait pleine d'encouragement. Je me disais qu'il serait malpoli de leur expliquer que j'avais appris à lire et à écrire 2 ans plus tôt. En fait, je comprenais tous les panneaux le long du Golden Mile sans aide de pâte à modeler. Ville de Durban, cette espèce de baignade est strictement réservée aux membres de la race blanche, comme tous les putains d'endroits. Sir John m'a expliqué que son rosaire se composait de sections de 10 grains, appelées decades en anglais. Est-ce que decade ne veut pas aussi dire décennie? Et si mon père ne revenait pas avant une décennie? Et si je nageais dans l'espace de baignade réservé aux membres de la race blanche? Pendant des décennies, et ne revoyais jamais mon père. Je me retrouvais seul avec ma race blanche qui n'était pas normale. Je me retrouvais totalement seul avec elle et à sa merci, comme les surfeurs à la merci des grands requins blancs qui se débrouillaient pour passer à travers les filets dans cet océan subtropical. La nonne la plus âgée m'a passé un M. M comme Mélissa, ai-je murmuré consciencieusement. Oui. Et comment va Mélissa? Sister Joan? Ah, c'était Sister Joan. Oh non, c'est bon. Modelait à présent un N dont je savais qu'il venait après le M. Je le savais plus ou moins depuis l'âge de 4 ans. Elle est à l'école de secrétariat. Elle a de bons résultats. Elle apprend le système Pitman. Je n'ai pas dit à Sir John que Mélissa, qui prend 2 S, mais nous n'en sommes pas pour l'instant qu'à la lettre N, avait été privée de voiture pendant 1 mois. C'était parce qu'il avait emprunté le vaisseau spatial sans permission et avait emmené Ajay voir son oncle. La nuit précédente, quand ECW s'était aperçu de l'absence du véhicule à 1h15 du matin, il a demandé à Marine Dory de me réveiller. ECW a approché son visage si près du mien qu'il lui a écrasé le nez. « Est-ce que tu sais où est mon boule? » J'ai secoué la tête et me suis concentré sur l'œil de verre. « Est-ce qu'elle fréquente un garçon? » Non. « Un Indien? » Non. « Ma satanée fille aime les bamboulas. T'es vraiment tombé dans la bonne maison, hein? » « Arrête, » a couiné Madame Dory sur un ton un peu moins suppliant. « Laisse la petite tranquille. » Qu'est-ce que je vais dire à ma pauvre mère? Pendant ce temps, Ginger dormait sur le canapé, ses pattes toutes douces croisées l'une sur l'autre.
Quand ECW a mis la main sur son œil de verre, j'ai eu une peur bleue qu'il tombe. Une phrase s'est formée dans ma tête et ressemblait au panneau de la plage. L'usage de cet œil de verre est certainement réservé au monde de la race blanche. ECW m'a dit qu'il allait appeler la police pour qu'il retrouve Anna, la police, la même qui avait emmené mon père. Quand le vaisseau spécial s'est engagé dans l'allée de la maison, Mélissa a salué d'un coup de klaxon la voiture de police, arrivant en même temps qu'elle, et a baissé sa vitre et agité la main comme si elle était en vacances. « Salut, je n'ai pas volé le vaisseau spatial de ma mère, promis, j'ai été enlevé. » Les agents ont ri, mais Mélissa a piqué une crise après son départ. Elle a traité son père de putain de nazi. C'est vraiment écrit de même. Et m'a dit que maintenant, elle ne pouvait plus avoir la voiture. C'était difficile de trouver un endroit où voir Ajay. L'Afrique du Sud était pourrie, Ginger était pourrie, Rory était pourrie et j'étais complètement starbé. Hey, je te jure, c'est vraiment récent comme roman pour qu'il y ait des mots de même. Starbé, quoi. On n'aurait pas vu starbé avec Sartre, Roumain ou Duras, ça c'est sûr. Tu veux toujours devenir une poupée comme ton atroce petite Barbie? Oui. Comment est-ce que tu peux être en même temps une poupée et une sainte? Tu sais que Sainte Lucie s'est arraché les yeux, mais elle avait encore à voir des trucs parce que tant qu'on n'est pas mort, on ne peut pas s'empêcher de voir des trucs. Je préfère mourir plutôt que de ne plus revoir Ajay. Sister Joan souriait à cet instant à Sister Elizabeth, qui ne l'a pas remarqué parce qu'elle était occupée à faire un O. J'ai pieusement acquiescé et imité son sourire qui était un demi-sourire, comme si elle avait décidé d'en afficher un entier, comme si on avait décidé qu'en afficher un entier serait exagéré. Elle m'a tendu un O. Il me rappelait les rondes fumées amoureux de Mélissa et Ajay. Mais j'ai dit assez fort, O comme orange. Il y a un O dans Sœur et dans Osana. Oui, c'est bien. Est-ce que tu te sens épanoui chez ta moraine? Épanoui. J'ai regardé mes horribles chaussures noires et réglementaires. Épanoui. Avec un seul P, j'imaginais déjà Sœur Elisabeth en train de rouler la lettre P. Peut-être que les nonnes s'épanouissaient en jouant avec la pâte à modeler. Peut-être qu'elles devaient se consacrer leur journée et pendant ce temps, je pourrais lire un livre. Savait-elle qu'en fait, je lisais des livres, beaucoup de livres, et que d'un bout à l'autre en plus, me croyait-elle idiote? Me sentais-je épanoui? Peu après, Sœur Joan m'a prise dans sa sainte main et m'a demandé si je croyais en Dieu. L'image que j'avais de Dieu était liée au bonhomme de neige que j'avais fabriqué avec mon père. Le bonhomme de neige était Dieu. Il était froid et mort, mais je pensais à lui tout le temps. En guise de réponse, j'ai ouvert ma sacoche et lui ai montré une lettre que mon père avait envoyée à Durban. J'ai eu l'idée de la lui lire tout haut pour que nous arrêtions de faire de la pâte à modeler. Ma chérie, je suis contente de savoir que les nonnes sont gentilles. N'oublie pas de dire ce que tu penses à voix haute et pas juste dans ta tête. Des bisous jusqu'au ciel, ton papa qui t'aime très fort. Sister Joan a serré ma main dans la sienne. Quand ton père dit de dire ce que tu penses à haute voix, cela signifie que tu dois parler plus fort. Parler plus fort à Dieu? J'ai entendu qu'elle confirme, mais elle a gardé le silence. C'était la première fois que je comprenais l'expression « lire entre les lignes ». 5. Elle m'a conseillé de dire ce que je pensais à voix haute plutôt que dans ma tête, mais j'ai décidé de le faire par écrit. Il était 5 heures du matin et j'entendais Rory aboyer sur les genoux de ma mère. Dans la mort. Donc, si vous me compris, il y a un chien qui s'appelle Rory, il y a un piaf qui s'appelle Billy Boy et un chat qui s'appelle Ginger, si j'ai bien compris. Je sais pas si c'est important, là, mais bon. J'ai trouvé un stylo et j'ai essayé de mettre des mots sur mes pensées. En gros, ce qui a jailli sur la page en sortant du stylo rassemblait tout ce que je voulais pas savoir. Papa a disparu. Tandiwa a pleuré dans le bain. Piette a un trou dans la tête. Un chien a arraché les doigts de Joseph. M. Sinclair m'a frappé sur les jambes. Les melons ont poussé pendant que mon absence. Maria et maman sont loin. Sœur Joan ne croit peut-être pas en Dieu. Billy Boy en cage. Billy Boy était ma principale préoccupation. J'ai posé le stylo puis j'ai ouvert la porte de ma chambre. Je devais prendre garde à ne pas faire du bruit pour éviter que CAW me confonde avec le cambrioleur et mette à exécution la menace brandie par le panneau devant la maison. Riposte armée. Si je faisais ce qui était suggéré entre les lignes de ma liste, à savoir libérer Billy Boy, alors il se pouvait que ECW fasse ce qui est suggéré, entre les lignes de sa riposte armée. Les mots étaient-ils de simples menaces ou fallait-il les prendre au sérieux? Ou l'épée était-elle plus dangereuse que la plume? Mais de toute façon, quel intérêt y a-t-il à mettre des choses par écrit? Quel était l'intérêt d'écrire acheter plus de Pinky si au final on n'en faisait rien, parce que l'écrire avait remplacé le désir même de les acheter?
Je suis entré dans la salle à manger en catimini. Sur la table époustée étaient posés 4 bols, 4 cuillères en argent, 4 tasses, un porte-toast vide et 4 assiettes en porcelaine. Boucle d'or serait-elle entrée par effraction dans la maison des ours si elle avait lu riposte armée sur un panneau accroché au portail? J'ai longé la table à toute vitesse et passé la porte qui menait au salon où Billy Boy vivait dans sa cage. Avant toute chose, j'ai ouvert la fenêtre qui donnait sur le jardin, puis j'ai soulevé la couverture grise de la cage. Billy Boy a ouvert ses petits yeux marrons. Ils étaient de la même couleur que ceux de mon père. J'ai compté ses orteils. Les 8 étaient bien là. Donc, pas de parasites. Puis j'ai écouté sa respiration pour m'assurer qu'il n'y avait pas de cliquetis. Enfin, j'ai examiné son bec pour vérifier que les narines n'étaient pas bouchées. J'ai actionné la clenche qui ouvrait la cage. Billy Boy a déployé ses ailes, puis les a repliées contre son petit corps bleu. Il a levé une patte, fait une pause et l'a reposée sur son perchoir. Les oiseaux partout chantaient. Il me semblait que partout dans le Natal, les yeux émettaient des trilles aux premières lueurs du jour, encourageaient l'oiseau bleu à gagner la liberté et à les rejoindre. Si j'avais traversé toutes les angoisses de mon enfance dans la minutieuse caresse de Billy Boy, il y avait beaucoup à porter. Ils étaient très lourds. Je lui avais donné une norme, mais il semble s'en moquer. J'avais imaginé toutes sortes de choses pour Billy Boy. Lui avait soufflé mes désirs les plus secrets. Je lui avais donné une autre vie à vivre, mais il ne voulait pas être libre. Il était censé être un oiseau, une machine volante, mais il semblait préférer sa cage à la liberté. Tout ce que j'avais imaginé pour Billy Boy était mort. Je ne savais pas quoi faire. Trahi et désespéré, je me suis éloigné de l'oiseau, qui ne voulait plus passer sa vie derrière les barreaux. On aurait dépassé l'heure, là. Il est arrivé quelque chose, un froissement d'ailes, la tasse en argent sur le manteau de la cheminée renversée, un petit point bleu, un cercle bleu, l'odeur de petits pois provenant du jardin, Billy Boy affilé par la fenêtre à l'instant où le charroux arrivait dans le salon, la queue tressée. Au petit déjeuner, je me suis assise à table avec ma nouvelle famille et me suis comporté comme si tout était normal. Cela faisait un moment que je me comportais comme si tout était normal. Et j'avais développé un certain talent pour ça. ECW croquait dans sa tartine grillée couverte de marmelade anglaise et Maureen Dory se servait à boire, avec la théière qui était plus petite que sa poitrine. Ce jour-là, Mélissa passait son examen de secrétaire et avait rehaussé sa choucroute de 7 cm pour se porter chance. Je vais arrêter là. Non, attends, je vais finir la page. Elle révisait son manuel de sténo en sirotant un verre de cream soda dont elle disait qu'il lui donnerait de l'énergie pour l'examen. Billy Boy dormait probablement sur une feuille en haut d'un arbre, baigné par le soleil du matin. Il était libre. Billy Boy était libre. Je mettais mes chaussures réglementaires de l'école quand j'ai finalement entendu Maureen Dory crier. Je vais arrêter là parce que ma tablette elle va crever et j'ai pas envie de perdre cette vidéo. Fait que le chapitre 2 va être en 2 parties. Ça vous dérange pas, j'espère.